Bienvenue dans l'épisode 113 du Boss Beach Show et aujourd'hui on va parler de remboursement et d'échecs de nos clients. Je sais c'est un sujet un peu lourd pour démarrer l'année et d'ailleurs puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire, je te présente tous mes souhaits de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Et je dois te dire que ce matin, à vrai dire à 5h30 du matin, quand j'étais en train de donner la tétée à ma fille, parce que oui, si tu ne le sais pas déjà, breaking news, j'ai eu un bébé au mois de décembre. Bref, j'étais en train de me dire, ok, j'ai vraiment envie et puis il est temps de se remettre en activité et je réfléchissais à de quoi je veux bien pouvoir vous parler en ce début d'année. Et j'avais en tête toute une série et j'ai en tête toute une série d'épisodes de podcasts que je veux partager avec vous pour vous aider à démarrer la condition, en bonne condition. Et puis, j'ai réalisé un truc. En fait, il y a une question qui m'a été posée au sein des challenges aujourd'hui à propos de situations de remboursement. Et bien évidemment, c'est un peu hors sujet par rapport à la thématique des challenges. Néanmoins, j'aime donner cet espace à mes clients de me poser ces questions-là parce que je suis consciente que dans mon accompagnement des challenges, on est très centré sur la stratégie des challenges et il n'y a pas forcément la place pour ces sujets externes qui ont pourtant une importance capitale au sein du business. Ce qui m'amène à te dire la chose suivante, c'est que même au 13 janvier, même si on a envie de démarrer l'année avec nos résolutions, nos intentions, nos objectifs, notre vision pour l'année suivante, le bilan qu'on a fait de l'an passé. Alors, on aime bien démarrer comme ça, de façon un peu progressive, monter en puissance par rapport à nos thématiques, etc., qu'on va aborder dans le contenu. Le fait est que c'est beau, hein, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, le business il continue de tourner. Et nos clients, qu'on soit au 13 janvier et qu'on soit juste en train de se remettre des célébrations de fin d'année et qu'on ouvre tout juste notre boîte email pour la première fois, lui il s'en fiche. Hein. Lui, il s'en fiche. Il y a pas de règle, il y a pas de temporalité quand on est en business. Les choses continuent d'arriver. Et donc, on doit nécessairement avoir à gérer ce genre de situation. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit avoir à gérer. Et puis, il y a des situations où on n'est pas forcément outillé et armé face à ce qui se passe et on ne sait pas comment réagir. Et ça en fait partie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, tu sais quoi, on va démarrer l'année, ce podcast avec des thématiques, des vraies thématiques qui correspondent à 100% à votre réalité, qui vont réellement pouvoir vous aider au quotidien à avancer et à gérer votre entreprise. Et parce que il n'y avait pas justement jusqu'à présent nécessairement cet espace au sein de mon programme des challengers, je m'apprête à ouvrir un nouvel espace dédié 100% à cet effet. Je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cet épisode et au cours des prochaines semaines probablement, qui va être un membership où, alors le nom, je sais pas si ce sera un nom officiel, s'appelle CEO Mindset. C'est vraiment l'espace pour que tu puisses devenir l'entrepreneuse que tu rêves d'être. Et je veux vous donner ces outils pour pouvoir gérer et autant émotionnellement, hein, parce que faire face à une demande de remboursement, c'est pas facile. Pouvoir gérer émotionnellement et de façon pratico-pratique dans votre entreprise, ce qui se passe. Donc, on va aborder ce sujet-là. Et je veux que tu saches qu'au sein de ce membership, typiquement, c'est le genre de conversation qu'on va avoir. Ok? Mon objectif pour vous, ça va être de vous préparer à être en confiance pour pouvoir doubler vos prix sans perdre de clients. Mais on va avoir des temps de conversation, vous allez pouvoir me poser vos questions. Et je vais pouvoir vous donner ma vision des choses, partager mon expérience avec vous, un peu comme, en fait, c'est du mentorat. Voilà, tout simplement. Donc, longue introduction pour aborder cette question. Et la question a été formulée de la façon suivante. Et c'est important que je la lise pour qu'on soit bien d'accord sur les termes du sujet. La question est la suivante.
J'ai ma première demande de remboursement d'une cliente qui n'arrive pas à faire le programme. Du coup, je voulais savoir quel taux de réussite vous aviez et comment vous gérez les échecs de vos clients, peu importe la cause. Échec étant entre guillemets. Bon, on va pas se mentir. La première fois qu'on reçoit une demande de remboursement, ça fait pas du bien. Il y a un stress, hein, qui est un pic de stress qui survient à la lecture de l'email, parce que généralement, ça se passe sous la forme d'un email. Et ça nous met dans une espèce d'état de panique, ça nous prend vraiment aux tripes. Il y a vraiment une peur qui tout d'un coup nous envahit, en fait. Et une appréhension. Et ça laisse la place à une appréhension. L'appréhension étant, en fait, qu'est-ce que je fais et comment est-ce que la personne va réagir? Parce que, on va dire la vérité, le premier instinct, c'est de dire, non. Pourquoi je te rendrai ton argent? T'as payé pour le travail que j'ai délivré, hein, en partant du principe qu'évidemment, c'est la situation de départ. Je pense à ma cliente qui a posé cette question-là, mais on est bien d'accord que la question de comment je gère une demande de remboursement ne se pose pas si vous n'avez pas délivré le travail, si les séances n'ont pas eu lieu, si la formation n'a pas été livrée, etc., etc. Si vous n'avez pas fait votre part du travail, que, en fait, il y a eu 0 service rendu, bien évidemment qu'on rembourse. Donc, je pars du principe que le service a été rendu, quel qu'il soit, que ce soit l'accès à une formation, à une communauté, à des appels, peu importe, ok, du soutien, du support, ce que vous voulez, communauté, je crois que je l'ai dit, ok. Donc, l'appréhension, c'est comment est-ce que la personne va réagir si je dis non? C'est la raison pour laquelle il y a du stress. Parce que si on se disait, oh oui, évidemment, on se poserait pas la question de comment est-ce que je gère. C'est important de s'observer. S'il y a une situation de stress derrière, elle est liée à quoi? Généralement, c'est si je dis non, j'ai peur que ça monte en épingle avec cette cliente, hein, qu'il y a une espèce d'effet de boule de neige là, que ça commence à monter et on va créer une insatisfaction de notre client et on sait pas trop ce que ça peut donner. Il peut y avoir la peur d'être affiché sur Internet, hein. Et si tout d'un coup ces conversations deviennent publiques, que la personne décide de les partager avec tout le monde, hein, qu'on est traîné dans la boue, pas évident. Et que finalement, là on atteint l'apothéose, s'il y a d'autres personnes qui se joignent à ce mouvement-là parce que c'est devenu public. Alors là, c'est le pompon. Bien sûr que personne n'a envie d'être dans cette situation. Et vraiment, pose-toi la question, qu'est-ce que tu redoutes derrière à l'idée de dire non? Et généralement, ça touche à ces 3 aspects-là, hein. Je veux pas que ça monte en épingle, et si c'est affiché, et si tout le monde se lit contre moi. Bon, le fait est qu'on a 2 options. Rembourser ou ne pas rembourser. On peut rembourser et quelque part, je vais mettre des guillemets, mais c'est ça, acheter la paix. Parce qu'évidemment que si on donne raison au client, si on dit OK et on répond à sa demande, voilà, la personne passe à autre chose, nous aussi, on n'entend plus parler. Ou alors, on peut dire non. Et dire non, c'est prendre le risque de s'exposer à tout ce que j'ai mentionné. Bon, le fait est que aujourd'hui, je vais te donner des clés de réflexion. C'est là que vraiment le côté mentorat arrive et c'est ce que je veux t'offrir au sein du membership See Your Mindset. Le fait est que c'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir. Vous voulez vraiment aller plus loin. Et pour aller plus loin, ça veut dire être prête à être dans le dialogue avec cette personne et de ne pas nécessairement s'entendre dire ce qu'on a envie d'entendre. Je sais. Mais c'est vraiment ça. Faut être prête à entendre des choses désagréables et de là faire la part des choses.
Je vais rentrer dans le détail pour que vous compreniez. Donc, dans la formulation de la question que ma cliente a posée, elle a mentionné une cliente qui n'arrive pas à faire le programme. Donc, votre cliente qui vous dit j'arrive pas à faire le programme, je voudrais être remboursée, vous voulez creuser. C'est quoi faire le programme, en fait? Est-ce que c'est que le contenu de formation est trop complexe, que la personne n'arrive pas à implémenter et donc elle n'arrive pas à faire le programme? Ou est-ce que c'est parce que, pour des raisons personnelles, manque de temps, de disponibilité, etc., prise par d'autres choses, il y a des événements imprévus qui sont passés dans la vie, etc., elle n'arrive pas à se consacrer au programme et à donc faire le programme, hein. Vous voyez bien que avec le même terme, on touche à deux choses qui sont diamétralement opposées. Et ce que vous voulez aussi identifier en toile de fond, c'est quelles étaient les attentes de la personne, si il y en avait, en fait. Est-ce qu'il y a une déception de je me suis inscrite, je m'attendais à ce que ce soit comme ci, comme ci, comme ça, et finalement ce n'est pas le cas, du coup je n'arrive pas à faire le programme. OK? Donc, on va prendre la situation du contenu de formation et la situation des raisons personnelles. Là où vous avez complètement la main, c'est le contenu de formation. Si en effet la personne n'arrive pas à faire le programme parce que c'est compliqué à mettre en place, là c'est de votre responsabilité d'aller identifier quels sont les points bloquants et de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire, proposer pour faciliter l'implémentation. Est-ce que vous devriez mettre en place des nouveaux outils, des nouvelles ressources, du support complémentaire, un appel supplémentaire, un temps de, j'allais dire happy hour, office hour, hein, des heures de bureau. Enfin, quand je dis heures de bureau, c'est genre un temps pour que les gens puissent chaque semaine venir avec leurs questions, un peu comme à la fac, vous savez, il y avait des heures comme ça où on pouvait aller voir nos profs. Voilà. Vous voulez réfléchir à qu'est-ce que peut aider vos clients à effectivement arriver à faire le programme. Et vous avez des indices. N'attendez pas nécessairement. D'ailleurs, je ne saurais que trop vous recommander de ne pas attendre d'avoir une demande de remboursement pour faire ce travail. C'est en réalité quelque chose que vous devriez faire en permanence, de toujours être en train de réévaluer comment vous pouvez proposer les choses de façon encore plus simple pour permettre d'avoir à vos clients des résultats le plus rapidement possible. Et ce que je veux dire par là, c'est plus rapidement que ce qui aujourd'hui est possible. OK? Donc, les indices qui vont dans cette direction et qui peuvent justement vous permettre d'anticiper que demain, on vous demande un remboursement parce qu'effectivement, votre truc, je caricature, hein, votre truc, c'est du chinois, on n'y comprend rien, c'est de relever quelles sont les questions ou difficultés rencontrées qui sont récurrentes, hein. Quand, au bout de 3 mois, on vous a posé 10 fois la même question, constamment, ça veut dire qu'il y a une lacune dans votre formation. Et c'est à vous de combler la lacune. C'est pas à votre client. OK? À partir du moment où le sujet récurrent qui revient constamment, qui pose problème, rentre dans le spectre, en fait, du sujet de formation, c'est à vous de corriger le problème. Donc, admettons que la personne qui demande un remboursement n'arrive pas à faire le programme parce qu'effectivement, c'est compliqué et que, elle a juste envie de baisser les bras. Là, vous avez l'espace pour être force de proposition et proposer et de dire: «Oui, OK, tu as raison, je reconnais qu'effectivement, dans, ce cas de figure, le programme, pourrait être plus costaud. Donc là, vous pouvez proposer quelque chose». Est-ce que tout est possible, hein. Vous pouvez proposer peut-être un appel, individuel gratuit, de coaching gratuit avec cette personne pour l'aider à dépasser dans telle situation. Vous pouvez créer un workshop qui va venir, enrichir votre formation et répondre à ce problème spécifique identifié. Vous pouvez ajouter de nouvelles leçons, enfin, peu importe.
mais vous avez la possibilité de donner satisfaction à votre client. C'est vraiment important de savoir que c'est pas parce qu'une personne demande un remboursement et sur l'instant peut être frustrée, déçue, ce que vous voulez, qu'elle va l'être pour toujours. Vous avez la possibilité de changer la donne. C'est pas gravé dans le marbre. N'oublions pas que nos clients sont comme nous. De la même façon que nous, on a reçu ce stress, cette appréhension, etc., bah, la personne qui envoie les mails peut aussi être dans une position de stress et d'appréhension de qu'est-ce qu'elle va dire. Surtout que généralement, quand on achète de quelqu'un, c'est qu'une personne qu'on apprécie et on aime cette coach, etc. Et on n'a pas forcément non plus envie de d'être flagué, hein, d'être la mauvaise cliente. Donc, faut pas croire que il ne faut pas projeter, il ne faut pas projeter vos appréhensions sur les intentions de cette personne-là, de ce client. Vous ne savez pas. Elle est peut-être super remontée, en colère, etc. Mais peut-être qu'elle peut être hyper mal à l'aise, intimidée. C'est aussi possible. Et ayons conscience du fait que quand on écrit un email, bah, les mots, on ne les entend pas. On ne sait pas quelle est la tonalité employée pour exprimer les choses. Donc, il y a différentes façons de lire ce qui est écrit, hein, pas vrai? Et ça influence notre jugement, sauf que le fait est que c'est notre propre voix qu'on entend, c'est pas celle du client. Donc, ça, c'est dans le cas de figure où le contenu de formation, effectivement, le problème vient de là. Maintenant, si c'est pour des raisons personnelles que la personne n'arrive pas à faire le programme, bon, la première chose, c'est déjà de se fier, de se référer aux conditions générales de vente. Que disent vos conditions générales de vente? Et j'espère que vous avez des conditions générales de vente. Ok? S'il y en a pas, c'est urgent d'aller travailler avec un avocat pour que vous en ayez. Ça coûte pas très cher et ça sauve des vies. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Quelles sont les conditions définies dans votre contrat de travail? Parce que le fait est que, s'il est déjà établi, quelles sont les conditions dans lesquelles il y a un remboursement ou pas, il n'y a pas à chercher midi à 14h. On applique les conditions générales de vente. Bien sûr que, à votre discrétion, vous pouvez tout à fait, comment on dit en français, tordre un petit peu, je pense que c'est du français, mais le contrat, parce que bon, on fait une exception, etc. Néanmoins, ça, c'est facile à faire quand on a une petite entreprise, hein, à taille humaine, etc. Mais je veux vous inviter aujourd'hui à penser à plus grande échelle. Parce que demain, si vous recevez 10 messages de demande de remboursement, bah, vous voulez tenir le même discours. Hein, pourquoi elle aurait droit et pas l'autre? Parce qu'elle, elle est sympa et l'autre, elle est chiante? Non, vous voulez que les mêmes règles s'appliquent à tous. C'est comme, entre guillemets, la loi dans une société. Hein. On veut que la loi s'applique à tout le monde de la même façon. En tout cas, c'est l'idéal. On est d'accord. Donc, quelle est votre politique? Dans quel cas de figure est-ce que vous dites oui? Et dans quel cas de figure est-ce que vous dites non? Et foncièrement, ça va toucher à une corde sensible, qui est la peur de ne pas être aimé, hein, de ne pas se faire d'amis. Que la personne derrière, quand on va lui dire non, elle va pas être contente, potentiellement. Parce qu'encore une fois, on sait pas ce que notre client pense. Peut-être qu'il s'attend à ce qu'on dise non, mais il tente sa chance. C'est possible. Mais il y a de fortes chances, enfin en tout cas c'est possible, que sa réaction, ce soit d'être contrarié, pour ne pas dire énervé. Et dans ce cas-là, faut être OK avec le fait que on ne va pas être aimé. Et dans ce cas de figure, j'ai envie de vous rappeler que on peut pas être aimé par tout le monde, mais plus important que ça, vous avez une entreprise. Et que votre entreprise, ce n'est pas vous. Donc,
une personne frustrée avec une décision d'entreprise, même si c'est vous qui prenez la décision, il faut que vous soyez en paix avec le fait que c'est une politique d'entreprise. Ça ne veut rien dire de vous en tant qu'être humain. Et c'est là la complexité d'avoir une marque personnelle, hein, parce que la majorité d'entre vous qui me suivez, vous êtes comme moi, donc vous avez une marque personnelle. Il y a une association directe entre votre entreprise et vous. Vous êtes le visage de votre entreprise, en fait. Donc, nécessairement, tout ce qui se passe dans votre entreprise, vous êtes associé. C'est vous la responsable dans tous les sens du terme possibles et imaginables. Mais ça va arriver. Et j'ai même envie de vous dire que plus votre entreprise va se développer et va grandir, plus vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas vous aimer. Pour des raisons justifiées comme injustifiées, c'est la rançon du succès. OK? Et dernier point, pour évaluer, le programme, la personne n'arrive pas à faire le programme, comment j'arbitre, c'est donc les attentes. Et est-ce que finalement les attentes que la personne avait sont justifiées ou pas? Est-ce que c'est effectivement quelque chose que vous avez promis? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle s'est imaginé? Ce qui est très différent. Et là, je vais prendre un exemple précis qui est celui justement des résultats clients. Parce que ça, c'est un classique et c'est une situation à laquelle j'ai été confrontée. OK? Donc, classique pour les personnes qui sont coach business, on partage des témoignages clients, hein, qui montrent les résultats qu'ils ont obtenus, alors en X temps ou dans X conditions, tel cas de figure, etc. OK? Et je sais que pour ma part, parce que de la façon dont je le présentais, dans, mes webinaires, hein. Voilà, j'ai telle personne qui a réussi à faire un lancement à 5 chiffres en 60 jours, parce que grâce à ma méthodologie de travail, en 60 jours, tu pars de j'ai une idée de programme premium, ça c'est au sein des impératrices. J'ai une idée de programme premium, je développe mon offre pour être en capacité de la marketer, de faire mon lancement et de signer mes premiers clients après premium. Et donc, en 60 jours, j'ai fait mon premier lancement et j'ai fait les 5 chiffres parce que j'ai signé 5 ou 10 clients, peu importe le nombre, après premium. OK. Et ça, j'ai plein de clientes au sein des impératrices qui ont atteint cet objectif. Mais ça, c'est un fait. OK. Mais on n'est pas responsable de comment les gens vont interpréter la chose. Et dans mon cas de figure, ce qui avait été interprété, c'est la promesse de vente, c'est en 60 jours, je fais les 5 chiffres. Donc, si je ne fais pas les 5 chiffres, ça veut dire que la promesse de vente était trompeuse. Je sais plus quel est le terme exact, mais voilà. Bon, est-ce que cette attente est justifiée ou pas, en fait? Là, non, c'est une interprétation. Donc, c'est pas justifié. Par contre, effectivement, si je dis dans les premiers 60 jours, tu vas accéder à la méthodologie pour définir ton offre premium, construire ton lancement et faire ton lancement, et que derrière, je ne donne accès à rien du tout, à 0 module de formation qui permet de faire ça, ou voire tout court 0, rien du tout. Bon, là, effectivement, si la personne me dit, écoute, je veux être remboursée parce que moi, tu m'avais promis qu'on aurait une formation sur le sujet et en fait, il y a rien, là, oui, c'est justifié. Effectivement, j'ai pas délivré ce que j'ai promis, hein. Donc, vraiment regarder, OK, quelles sont les attentes? Est-ce que ces attentes-là sont justifiées, oui ou non? Et si elles sont justifiées, ou si elles sont pas justifiées, dans les deux cas de figure, vous voulez quand même vous poser la question, est-ce que j'ai moyen d'y répondre? Parce que s'il y a une attente, ça veut aussi dire qu'il y a une demande, il y a une envie, hein. Dépendamment de la thématique, bien évidemment, parce que l'attente, ça pourrait être
ah bah je m'attendais à ce que tu regardes. Alors je prends des exemples qui me parlent dans le sens que j'ai vécu moi. J'aurais aimé que tu regardes tous mes posts Instagram pour que tu me dises dans le cadre de mon lancement, effectivement, est-ce que j'ai bien marketé mon offre, est-ce que j'ai bien mis en valeur, voilà les choses, est-ce que j'ai donné envie d'acheter, etc. Ça aurait été bien de savoir pour être sûr que je suis bien sur les bonnes rails. Bon. Ça, par exemple, ça fait pas du tout partie de mes promesses de vente. Imaginez, regarder le contenu de centaines de clients, c'est juste pas possible, ok? Néanmoins, cette attente-là, derrière, je peux identifier qu'il y a une vraie demande. Il y a une demande de la part de mes clients d'avoir mon regard sur leur contenu. Donc, je pourrais me dire, ah bah tiens, puisque je sais que les gens ont envie de ça, je pourrais l'utiliser par exemple comme un bonus. Les 3 premières personnes qui s'inscrivent à mon offre, je vais regarder tout leur contenu par exemple. Et du coup, je l'utilise comme incitatif à l'achat. Ou je pourrais me dire, ah bah tiens, je vais proposer ça comme une option supplémentaire, comme une espèce d'option VIP, Gold ou je sais pas quoi. Donc les gens payent plus cher à l'inscription, mais ils ont la possibilité d'avoir mon feedback sur leur contenu, etc. Ce que les autres n'auront pas, mais ils ont payé pour ça. Donc on peut vraiment réfléchir à finalement, euh, oui, peut-être que cette attente-là n'est pas justifiée parce que ça fait pas partie de ce que j'ai promis et de ce que je propose. Néanmoins, ça pourrait être intéressant pour mes clients. Clairement, c'est quelque chose qu'ils veulent. Comment est-ce que je peux mettre ça à mon avantage et à leur avantage pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde? Ok? Donc, maintenant, pour arriver finalement à c'est quoi le taux de réussite des clients? Comment est-ce que on gère les échecs des clients? Alors déjà, la question du taux de réussite, elle est vraiment toute c'est quoi le terme? Subjective. Parce que finalement, comment est-ce qu'on évalue la réussite de nos clients? Quels sont les critères? Et je pense que c'est ça que vous voulez vous poser la question. Quels sont les critères d'évaluation de la réussite d'un client? Parce que si je prends mon exemple, dans le cas d'un coaching business où on apprend aux gens à vendre, faire des lancements, gagner de l'argent, etc., évidemment, on peut se dire que l'indicateur classique, c'est, OK, combien de revenus ils ont généré. Mais en réalité, il y a tellement d'autres choses qui viennent avec ça. Et pour celles qui ne vendent pas du business, qui sont plutôt dans le registre du coaching de vie, du développement personnel, etc., vous allez nécessairement être confronté à ces situations. Il n'y a pas vraiment de mesure quantifiable de la transformation qui est vécue par le client. Parce que le fait est, et je l'ai vécu avec plus d'une cliente, qu'il y a des vraies transformations qui peuvent se passer au niveau, ne serait-ce que de l'état d'être, l'état de pensée, la structuration de l'entreprise, mettre en place des systèmes, hein, vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus carré, ne serait-ce que de savoir ce qui doit être fait qu'au moment où ils ont franchi la porte. Ça, c'est une transformation qui est énorme. Et c'est important de prendre en considération parce que souvent, on veut voir, et à juste titre, hein, on veut nous, en tant que coach formateur, mais aussi nos clients en tant que clients, on veut voir un résultat qui soit rapide et dans la durée du programme. Mais le fait est que vous donnez des outils qui servent à vie, quel que soit ce que vous proposez. Quand vous enseignez quelque chose, c'est des choses que les gens emportent avec eux bien après que votre accompagnement soit terminé. Et ça a de la valeur. Si ce n'est même plus que dans la durée du programme. Imaginez, j'apprends à mes clientes à faire des challenges. Ok, tu peux décider de faire ton challenge une fois et puis c'est fini. Néanmoins, si tu décides de vraiment utiliser la stratégie des challenges encore et encore pendant des années, et j'ai des clients qui font des challenges depuis 2019, bah, imaginez combien ça leur a rapporté. Peut-être que le premier challenge qu'elles ont fait avec moi, je dis n'importe quel chiffre, allez, disons, premier challenge, elles ont généré 700 €, 1500 €, peu importe. C'est moins que l'investissement de départ. Néanmoins, parce que elles ont l'outil et qu'elles ont décidé de s'en servir,
lancement après lancement, année après année, bah finalement, cette stratégie-là a généré combien de revenus dans leur entreprise? Des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et je le dis vraiment en connaissance de cause. Ok? Donc finalement, le prix à payer pour Journée Challengeuse, qu'elles aient payé 2000, 2500 euros, peu importe, était un petit prix à payer pour tout ce que ça leur a apporté pour les années à venir. Et là, je parle que de l'aspect financier, mais aussi se faire un nom, hein, la réputation, etc. C'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, mais pourtant qui a énormément de valeur. Donc, pour celles qui veulent vraiment avoir des indicateurs, hein, surtout pour celles qui ne vendent pas du chiffre, on peut aussi réfléchir à, ok, quel système je peux mettre en place pour effectivement évaluer la transformation du client. Est-ce que quand elles rentrent, par exemple, je peux avoir un système de notation où elles vont s'auto-évaluer. Admettons, j'aide mes clientes à ne plus se sentir stressées. Ok, quand elles rentrent, c'est quoi leur niveau de stress? On va dire, elles sont à 9 sur 10, elles sont vraiment au bord du craquage, etc. Et puis finalement, 3 mois plus tard, quand elles s'auto-évaluent, là, elles sont arrivées à elles ont descendu, elles sont arrivées à retrouver un certain calme, etc. Elles sont à 3. Oh, je m'échappe derrière la porte. Elles sont à 3. Ok? Bon, là, il y a une transformation. Il y a une progression. Et ça, c'est fantastique. Donc, sur cette question-là du taux de réussite, faut déjà se poser la question de quels vont être les indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer cette réussite. Et c'est quoi la réussite, en fait? Ok? Et puis finalement, les échecs de nos clients, et je pense que ça, c'est une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai été confrontée, c'est effectivement de ne pas faire des échecs de mes clients mes propres échecs. Parce que, évidemment, en tout cas, moi, je veux croire que vous êtes comme moi dans le sens où on y arrive avec de la bonne volonté, on a vraiment envie d'aider nos clients, on a vraiment envie qu'ils réussissent, etc. Et on a vite fait de se remettre en question, et on veut dire que c'est même normal et humain et qu'on devrait forcément passer par cette case-là, de se remettre en question, de vraiment, c'est pour ça que je vous ai indiqué dans le process, est-ce que c'est justifié ou non? Alors ça, c'est l'étape de remise en question. Néanmoins, si c'est pas justifié, l'échec du client n'est pas nécessairement votre échec. D'autant que l'échec du client peut être lié à tout un tas de raisons. On en a mentionné plusieurs au cours de cet épisode-là. Et je pense que la meilleure façon de le gérer, c'est vraiment en se posant toutes les questions que j'ai mentionnées, en faisant ce travail être prête, à avoir cette conversation ouverte avec la personne pour comprendre quelle est la vraie nature du problème, qu'est-ce qui est de notre ressort et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et de là, mettre en place ce que nous, on peut mettre en place pour améliorer les choses et remettre la responsabilité là où elle doit être mise quand c'est justifié. J'espère que ça vous aide. Vous me direz ce que vous en pensez. Et aussi, pour celles qui ont été confrontées à ce genre de situation, dites-nous comment est-ce que vous avez géré. Ça m'intéresse. Et pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de honte à être dans ce genre de situation. Je sais que c'est des sujets, en fait, qui en réalité sont quand même assez tabous. Quoique, voilà, quand c'est une personne de ci et de là tous les 6 mois, bon, voilà. Mais quand plus ça devient récurrent et plus ça peut devenir déstabilisant. Et je pense que c'est vraiment important que vous sachiez que c'est la rançon du succès, que ça veut pas nécessairement dire que vous faites du mauvais travail. Je vois plutôt ici des pistes d'amélioration. Qu'est-ce que vous pouvez proposer de différent, de plus costaud pour que le client se sente épaulé comme il veut l'être, mais aussi rendre votre programme meilleur et que c'est normal en fait de passer au travers de ça. Tout le monde passe au travers de ça et ça veut pas nécessairement dire que vous faites du mauvais travail. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ok? Et que c'est ok aussi de pas être aimé. Ça, c'est difficile, mais c'est ok. Ça fait partie du jeu.
hein. C'est un peu comme, les célébrités et les paparazzis. Bon, bah, ça vient avec. Bah, forcément, là, ce sera la même chose. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que surtout pour démarrer l'année, c'est plutôt un sujet un peu entre guillemets «lourd», mais ça fait partie de la réalité d'une vie d'entreprise et c'est vraiment là où je veux vous amener, sur ce côté mentorat de: «OK, comment je gère une entreprise au sein du membership CEO Mindset?» Donc si tu veux en savoir plus, bah, je t'invite à cliquer dans le lien, sur le lien qui est dans la description pour pouvoir, dépendamment de quand tu écoutes cet épisode, soit mettre ton nom sur la liste d'attente, soit t'inscrire parce que ça va ouvrir prochainement et ça va vraiment être l'endroit où on va pouvoir avoir toutes ces vraies conversations qui nous font avancer, qui nous font réfléchir et qui nous permettent de pouvoir vivre notre entreprise, avec plus de sérénité. Parce que c'est pas facile tous les jours d'être chef d'entreprise. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a appris à l'école. Alors, peut-être que celles qui ont fait des écoles de commerce, je sais pas, vous me direz le contraire, je n'ai pas été dans une école de commerce. Je dirais que les 3/4 d'entre nous n'ont pas été dans une école de commerce, peut-être même plus que les 3/4. Ce qui fait que c'est des situations qui sont nouvelles pour lesquelles, ben, on n'est pas forcément outillé, on sait pas nécessairement comment gérer et les personnes qui sont autour de nous ne comprennent pas nécessairement notre réalité. Hein, et ne sont pas nécessairement en mesure de nous donner des conseils qui soient avisés. Hein. Ne demandez pas de conseils à une personne qui n'a jamais été dans une situation dans laquelle vous êtes. Il ou elle va vous donner des conseils de bon sens, ce qui est pas mauvais en soi, mais c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Votre réalité n'est pas de celle de cette personne, ok? Et c'est l'espace que je veux vous offrir au sein du membership. Donc, allez mettre vos noms, inscrivez-vous et on va pouvoir parler de ça ensemble tout au long des années à venir, ok? Je vous laisse avec cet épisode, oui, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!